Vous êtes au cœur quand même de l'économie. Alors ça me fait d'autant plus plaisir que tu sois avec nous parce qu'on est très proche de BPI France depuis le début. Yves a parlé de Nicolas Dufour avec lequel, qui était présent l'année dernière avec Patrick Martin à un des événements qu'on avait fait à Paris. En tant que représentant de BPI France ici dans les Hauts-de-France, tu nous accueilles dans ta région, dans ton territoire. Donc un grand merci pour ça. On voulait partager parce qu'il y a forcément une majorité d'entrepreneurs qui sont du territoire, mais il y a des dirigeants qui ne sont pas du territoire. L'idée, c'est aussi de leur permettre d'avoir une vision un peu claire sur ce qu'ils peuvent demain entreprendre en termes de business. Est-ce qu'ils peuvent, voilà, demain, si ils veulent venir s'implanter dans le territoire, créer des partenariats, faire du business, comment ça se passe, c'est quoi un peu l'économie? On a décidé de partager trois sujets assez rapidement, mais trois sujets quand même assez importants. Le plan renouveau de l'industrie sur le territoire, le plan climat et les grands défis et les opportunités PME et TI qu'on voit ensemble. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ce plan renouveau industrie? Ça veut dire quoi ici dans le territoire des Hauts-de-France pour BPI? Déjà, bonsoir à toutes et tous. Et donc, ravi d'être ici. Alors, c'est le plan industrie. Plan industrie. Mais parce que souvent, on lui dit, ce plan industrie, il est pour réindustrialiser. Et c'est réindustrialiser que j'aime pas. Et c'est ça que je transforme en renouveau industriel. Mais c'est le plan industrie. Le plan industrie de BPI France, c'est un plan, en gros, de 2024-2028 qu'on s'est fixé, qui a plusieurs objectifs. Mais le principal, alors, il est simple, mathématiquement parlant. Il n'est pas simple, pour le coup, à réaliser. C'est de faire passer la part de l'industrie dans le PIB de 9%, 10% quand on est optimiste, à 12%. C'est l'ambition qu'on se donne, alors pas seul, on n'est pas des super-héros, mais qu'on se donne collectivement. Et pour ce faire, on a trois axes majeurs ou trois leviers, en tout cas, qu'on a identifiés. Déjà, on a un budget de 35 milliards d'euros, si on inclut les plans France 2030, qui sont des plans subventionnels massifs. Donc 35 milliards d'euros sur 4 ans, c'est beaucoup. Et donc, les trois piliers principaux, c'est d'abord que BPI France participe au financement des grandes cathédrales industrielles. Alors, ce qu'on appelle les grandes cathédrales, ça tombe bien, on est dans les Hauts-de-France, on a des exemples. C'est les gigafactories, par exemple. C'est des financements, enfin, c'est des CAPEX, en tout cas, qui dépassent le milliard d'euros et qui ne pourraient pas voir le jour sans une intervention publique. Voilà, donc, il y a une grosse manne d'argent public sur ces sujets-là. Il se trouve que BPI France est opérateur pour une partie de ces appels à projets, pour le compte de l'État, de sorte de valider ces dossiers qui sont importants pour la souveraineté du pays. Là, on parle de gros enjeux. Ça, c'est le premier pilier. Le second pilier, puisqu'on est BPI France, je pense que vous le savez, pour ceux qui nous connaissent, on a une grosse partie de notre activité qui est le financement des startups. On est d'ailleurs ici dans un lieu qu'on connaît bien à Lille, le BPI France, puisqu'on a... Enfin, j'ai encore jamais croisé une startup qui n'était pas chez nous, enfin, qui n'était pas cliente de BPI France. Donc, c'est dire la place que l'on a dans ce milieu-là. Et donc, comme on est reconnu dans ce milieu des startups et qu'on les connaît, c'est de les faire accélérer sur le passage à l'échelle industrielle. En gros, ce qu'on ambitionne, c'est qu'il y ait 100 nouvelles usines en France par an d'ici 2028, par cette accélération d'émergence des startups que l'on va aider à passer vraiment à cette échelle industrielle. Là aussi, pour ça, on a une manne d'argent public, issue toujours du programme France 2030. Mais on a aussi des produits purs made in BPI France, on va dire, d'equity, de dette, de financement patient pour aider ces startups à accélérer. On fait de conseils de plus en plus. On s'est attaché les services de bon nombre de conseils existants et donc on les challenge. Et surtout, on veut les faire accélérer pour qu'elles créent ces usines rapidement, pour prendre la place qu'elles doivent prendre, qu'elles emploient, et puis qu'elles créent toute cette spirale positive, on va dire. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, finalement, qui est celui qu'on maîtrise le mieux BPI France, c'est en fait d'aller voir nos clients industriels. Il faut savoir que si l'industrie fait 9 ou 10% du PIB, il faut savoir que chez BPI France, c'est 25% de nos crédits, l'industrie. C'est 50% de nos interventions en equity, c'est 60% de nos interventions en conseil, et c'est quasiment 100% de nos interventions à l'international, puisqu'on accompagne aussi les entreprises à l'international. Donc c'est des activités que l'on aime chez BPI France, que l'on respecte aussi. On n'a pas attendu le Covid pour se rendre compte qu'il fallait qu'on accompagne l'industrie. Nous, on le fait depuis 2019 avec ce coq bleu qu'on co-anime avec certains, que je remercie, ambassadeurs. J'ai vu Philippe aussi qui est arrivé entre-temps. T'as ton coq, ça me fait plaisir. Parce que ça passe pas que par du financement, ça passe aussi par prêcher la bonne parole et éduquer depuis le plus jeune âge le public sur les bienfaits de l'industrie. Et donc ce troisième pilier, c'est d'aller voir nos clients industriels, d'augmenter aussi notre poids dans l'industrie, parce qu'on a 7000 clients chez BPI France industriels au niveau national. On veut monter à 12 000. Donc en gros, c'est aller voir toutes les industries et les accompagner sur ce qu'on sait faire de mieux, à savoir les faire innover, les aider à s'internationaliser, les moderniser et surtout les décarboner. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie doit être décarbonée.
elle doit être portée vers l'avenir et éthiquement responsable. Voilà. On va en parler justement. C'est intéressant que tu nous parles de ce plan climat, puisque toutes les industries aujourd'hui, et je dirais même toutes les entreprises, sont quand même dans une phase de transformation écologique assez majeure en profondeur. Alors oui, on a démarré par la décarbonation, mais on en parlera demain avec Hendrix. Il y a les enjeux de la RSE au sens large avec la CSRD qui est arrivée. Il y a le fait de tourner tout ça dans des pivothèques. On en parlera aussi avec Xmaker et Philippe demain qui sont dans l'accélérateur Néo de BPI France. Le plan climat, ça veut dire quoi ici dans les Hauts-de-France? C'est quoi les actions? Qu'est-ce que vous faites pour les PME et les ETI sur ce sujet, je dirais, cet enjeu du climat? On le fait dans les Hauts-de-France et ailleurs. Alors, le plan climat, il est un peu plus ancien. C'est un plan plutôt 2020-2025. Alors, on ne s'arrêtera pas en 2025, mais en tout cas, on a ambitionné d'atteindre un certain niveau d'ici 2025. Ce plan-là, il est un peu plus ancien. Il a aussi son coq. C'est un coq vert. Alors, ça fait un peu trop kitsch si je mets tous les coqs sur ma veste. Donc, j'ai fait un choix que j'assume. Oui, parce qu'à la fin, ça fait beaucoup de coqs. Celui de la French Fab. Peut-être parce qu'on était hier déjà avec Philippe et Yves à Lens au titre de la tournée de l'industrie. Enfin bref, je fais une parenthèse sur l'industrie, promis. Donc le plan climat, en gros, c'est là aussi il y a 3 piliers principaux. C'est d'aller décarboner nos clients. Ça c'est le principal. C'est depuis. Enfin, ce que je constate moi, c'est qu'entre 2020 et aujourd'hui, il y a un vrai changement de mentalité des dirigeants et dirigeantes. En 2020, quand on allait voir des chefs d'entreprise et qu'on leur parlait de où t'en es dans ta décarbonation, où t'en es dans ta trajectoire de verdissement, on entendait encore quelquefois « je m'en fous, je ne suis pas concerné », ou « ça coûte cher de se verdir », ou « tant que je ne serai pas obligé de le faire, je ne le ferai pas ». Ce qui nous agaçait parce que nous, on est prêteurs de moyen terme, on est partenaires de moyen terme, et à moyen terme, ceux qui ne font pas ce virage-là ne seront plus là. Donc on mettait un peu de la prise en disant « mais le problème, c'est que si tu ne fais pas ça, déjà, moi, je vais me lever, je vais partir, parce qu'on n'aura rien à se dire. Tu dois le faire en tant que citoyen déjà, parce que tu as des enfants ou en tout cas des proches, et donc pour la planète, il faut le faire. Et égoïstement, économiquement, tu dois le faire pour que ta boîte vive. Elle ne sera plus là dans 5-7 ans, ta boîte, si tu n'as pas fait ce virage-là. Tu n'arriveras plus à recruter, parce qu'aujourd'hui, un jeune, une jeune, ne viendra pas dans ta boîte, si tu n'es pas vertueux. Et donc, ce fameux pilier, c'était d'avoir ce discours-là avec les chefs d'entreprise, et puis au lieu de le dire, c'est de leur apporter du conseil. Donc on s'est attaché les services de bureaux d'études et cabinets conseils externes, parce qu'on n'a pas la compétence interne, ni en volume, ni en compétences techniques. Donc on les a référencés, tous ces gens-là, qui le font plus ou moins bien, selon les cas, et on les a mis à disposition de nos clients. En disant, écoute, je veux moi te convaincre que tu es concerné, que tu dois prendre ce virage-là, et si ton ultime argument, c'est de dire, ok, je suis convaincu, mais par où je commence, je vais t'aider à savoir par où tu commences en te présentant la bonne personne. Et donc on a développé toute une gamme de diagnostics, qui vont du diagnostic qui vont permettre de dire comment tu te chauffes, comment tu t'éclaires, comment tu gères tes intrants, comment tu gères tes ventes, tes flux, etc. Jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on élargit la palette, jusqu'à des bilans carbone que l'on est capable de faire via nos prestataires. Et comme on se veut incitatif, parce qu'on est une banque à mission, on est une banque à intérêt général, on subventionnait une partie de ces diagnostics. Donc on t'apporte la solution technique avec des sachants qu'on a été chercher pour toi. On t'apporte le financement, on t'apporte tout, quoi. Je prends une partie à ma charge, en moyenne 50%, donc je vois plus l'excuse que tu as. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, c'est de mettre tout le monde en transition vers le climat et en tout cas la production plus responsable. Et puis le deuxième pilier, je reviens sur notre rôle important auprès des startups, je l'ai parlé pour le plan industrie, il y a le pendant sur le plan climat, c'est qu'on fréquente des startups tous les jours. Notre rôle, c'est aussi de faire émerger ces startups green tech, celles qui peuvent être la licorne verte demain, ou à minima un offreur de solutions qui va verdir par sa technologie les autres. Je reviens à mon pilier numéro 1. Je te verdis par du conseil, par du financement. Je n'ai pas envie de faire mon commercial de base avant nos financements, mais vous savez qu'on en fait, et ça nous fait vivre accessoirement. Mais on va aussi leur trouver les apporteurs de solutions. Celui qui a la techno pour verdir ta façon de produire ou de faire ton business. Donc ça, c'est le deuxième pilier, c'est de faire sortir, émerger ces green tech-là sur qui on mise fort. Et le troisième, c'est de continuer à faire ce qu'on faisait déjà et qu'on fait de plus en plus, c'est financer les producteurs d'ENR. Ça, on le fait depuis bien avant ce plan climat. Vous le savez peut-être pas, vous le savez, mais en gros, BPI France, c'est 25-30% du financement global de ce marché des producteurs ENR. Donc en gros, on représente 25 à 30% de ces financements annuels. C'était 1,4 milliard l'année dernière de financement pour notre code-part à nous, BPI France. C'est un peu moins cette année parce qu'il y a eu un peu moins d'investissement. Il y a aussi une migration là, de ces activités. Je vous passe le détail, mais au lieu de vendre simplement à EDF avec des tarifs d'achat garantis, ils commencent à vendre à des entreprises en direct,
ce qu'on appelle des CPPA. Le risque est un petit peu différent, l'approche technique aussi, et il se trouve qu'on a les équipes sachantes chez nous pour le faire. Et donc, rester un acteur important du financement de ces producteurs d'énergie décarbonée. Merci Yannick pour ça, parce que ça nous permet de bien identifier un peu ces deux plans-là. Peut-être pour conclure dans les quelques secondes, minutes qui nous restent, ça m'intéresserait vraiment que tu puisses nous parler particulièrement de cette région des Hauts-de-France. C'est quoi les défis, mais surtout c'est quoi les opportunités économiques demain pour les entreprises qui ne sont pas du territoire, si elles viennent, c'est quoi les grands sujets, les grands défis, les grandes opportunités qu'on peut venir saisir dans les Hauts-de-France? Il y en a plein. J'imagine. Alors, le premier, déjà, il est évident, en tout cas, il est visible, c'est la situation géographique des Hauts-de-France. On est pas loin des littoraux, on n'est pas loin de l'Europe du Nord, on est presque collé à Paris. Aujourd'hui, c'est plus facile pour un Lillois d'aller à Paris que quelqu'un qui vit en banlieue parisienne. Il faut aussi le savoir, avec un prix du foncier qui n'est pas le même. Donc géographiquement, on a une vraie situation qui intéresse. On a du foncier disponible avec des PLU qui intègrent déjà des constructions à venir, ce qui fait que s'implanter dans les Hauts-de-France peut prendre moins de temps qu'ailleurs, avec des mètres carrés disponibles. Et donc cette situation géographique stratégique, elle implique qu'il y ait forcément de grosses activités de transport et logistique qui se sont développées d'année en année, et qui a amené d'ailleurs un des projets majeurs des Hauts-de-France, qui est le projet Canal Seine-Nord. Ce canal Seine-Nord, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir relier les grands ports du nord de l'Europe à Paris par voie fluviale. Donc, ce qui a deux vertus. Un, ça décarbone le transport, puisqu'il n'y a pas moins carboné que le transport fluvial, par rapport à la route notamment. Et surtout, ça va désengorger un peu les routes. Donc ça, c'est un projet majeur du territoire qui va amener la création de hubs logistiques tout au long de ce chemin, de ce canal-là. Des hubs qui sont multimodaux, qui passeront de rail, route, canal, en gros. On a aussi l'histoire ancrée des Hauts-de-France dans l'industrie, puisqu'il y a une vraie histoire industrielle dans les Hauts-de-France. On a parlé tout à l'heure du textile, qui n'est pas mort, même si c'est vraiment concentré et qui n'existe maintenant que sur des niches. On ne saura pas produire comme les Asiatiques, il faut arrêter de rêver, il faut produire différemment en y mettant un peu de technologie. Mais dans cette histoire industrielle, il y a une histoire automobile qui est importante aussi, pour une raison simple, c'est que géographiquement, encore une fois, si vous prenez un compas, on est à moins de 3 heures de tous les grands constructeurs automobiles d'Europe. Et donc, c'est développé une forte sous-traitance automobile historique de notre France, qui a du coup souffert de la crise automobile. On a la qualité de nos défauts, mais qui va aussi bénéficier de ce virage à prendre sur l'électrification des parcs automobiles, et ce qui amène d'ailleurs les projets des 4 gigafactories qui vont être basés dans la Haute-France. Donc, c'est aussi une opportunité de prendre ce virage-là, mais c'est aussi un défi, parce que les emplois directs et indirects que vont générer ces 4 grandes gigafactories, c'est entre 15 et 20 000 emplois. Alors on pourrait se dire, chouette, c'est bon pour l'emploi dans Hauts-de-France. Enfin bon, avant d'avoir le chouette, il faut déjà les former, il faut les trouver, il faut les fidéliser, les faire venir. Et puis il faut les loger. On ne crée pas 15 000 ou 20 000 logements comme ça. Donc il y a une vraie opportunité, mais qui se transforme en défi si on ne sait pas bien le gérer. Donc il y a ces opportunités-là. Il y a évidemment l'activité, on a 3 grands ports, Dunkerque, Calais, Boulogne, avec chacun leur spécificité. Donc ça draine aussi une économie sur ces sujets-là. Et je vais oublier personne, mais il y a l'agroalimentaire, il y a les grands retailers aussi, les grandes familles du Nord que l'on connaît sur ces métiers-là, qui drainent d'autres sous-traitants autour d'eux. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Tu me parlais aussi du foncier quand même, qui est assez intéressant sur l'implantation d'entreprises ici, dans les Hauts-de-France. Enfin, il y a un potentiel de foncier qui fait que là où d'autres régions sont un peu satellisées, au contraire, dans les Hauts-de-France, si on veut venir créer des entreprises, si on veut venir s'installer, il y a du foncier et on peut le faire, quoi. C'était l'an passé la 2e région qui a attiré le plus de capitaux étrangers ou français, mais d'autres régions, pour s'implanter dans les Hauts-de-France, pour des raisons, encore une fois, de foncier disponible et de positionnement géographique stratégique. Merci beaucoup Yannick. Yannick Dacosta de BPI France, merci à toi.